Bonsoir. Le maire de la ville de Cotonou, Lucas Trokpo, élu vice-président de l'Association internationale des maires francophones, AIMF, de nombreux afro-descendants du monde entier, pourraient bientôt acquérir la nationalité béninoise. Le gouvernement a présenté mercredi 8 mai dernier en Conseil des ministres un projet de loi qui en définit les conditions d'obtention. Et puis à l'Assemblée nationale, les conditions de vie et de travail des journalistes préoccupent les députés. Ce sont les principaux sujets au menu de Actu et Débat de ce lundi, premier numéro de la semaine. Bonsoir et bienvenue sur Radio Cotonou. En studio pour l'exercice, Alphonse Moïse Soudé, journaliste, et Jules Léandre Kitty, consultant médias. Chers invités, bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir à toutes et à tous. Alors, Patrice Béja, Job Chikpe, c'est l'équipe technique qui m'accompagne. Présentation Brice Bilaïtidi. 44e congrès de l'Association internationale des maires francophones, AIMF, l'édile de la ville de Cotonou, le maire Lucas Trokpo a bénéficié de la confiance de ses pairs. Il est désormais le président de l'association. Julien Kitty, bonne nouvelle pour la décentralisation béninoise pour le Bénin? Oui, bonne nouvelle pour le Bénin, bonne nouvelle, est-ce que je vais dire pour la décentralisation, parce que lorsque j'entends ce mot, il y a tellement de choses, de regrets que j'ai, que je me dis, bon, oui, pour la décentralisation, parce que qui parle commune, qui parle maire, parle de décentralisation, mais bonne nouvelle pour le Bénin et pour la consécration de ce leadership gagnant d'un monsieur que j'ai eu l'occasion de connaître depuis bon nombre d'années. Je l'ai connu maire de Boycon. J'ai eu l'occasion quelquefois de l'approcher et surtout j'ai vu la qualité de son management lorsque j'étais encore en position de producteur média sur un programme qu'on appelait le programme le projet de services décentralisés conduit par les communautés qui a amené les communautés à implémenter le DCC, le développement conduit par les communautés. Et j'ai vu Lucas Trokpo, président de quoi c'est vice-président, voilà, de l'association internationale président des maires du Bénin. Oui. Ça commence par là. Et donc, pour moi, je ne suis pas surpris que vice-président, il soit passé président, parce que c'est quelqu'un qui a le bon management à fleur de peau, les contacts avec des personnes de tous les stand-in de toutes les qualités et en matière de jumelage de villes béninoises avec d'autres villes, celui qui a été capable de travailler pour le développement de toutes les communes du Bénin, je pense que c'est sans surprise qu'il passe à la tête des maires francophones. Maintenant, il faut espérer que les retombées pour le Bénin soient des plus concrètes et si cela doit être le cas, il faut que très vite les réformes qui doivent être faites au niveau de la décentralisation, j'y reviens, soient faites parce que le maire Lucas Trokpo aura beau être dynamique, aura beau avoir une capacité diplomatique exceptionnelle, mais après si on n'évalue pas bien la décentralisation chez nous pour voir les couacs qui sont là, vous allez négocier beaucoup de partenariats en tant que président des maires francophones, mais après les structures de nos mairies. Aujourd'hui, je ne sais pas si on a déjà évalué ce que ça représente la collaboration entre les secrétaires exécutifs et puis les maires. Et puis, est-ce qu'on a déjà compris, on a déjà trouvé une solution à un véritable problème qui se passe dans les communes aujourd'hui où, quand on a des partenariats, vous avez des partenaires qui viennent, on veut exécuter des projets. Il y a une horde de personnel parfaitement inutile dans nos communes actuellement, parce que il y avait un système qui était là en place, des gens étaient recrutés à tour de bras, et puis il y en a, j'en observe beaucoup qui les ardent les murs et qui plombent le fonctionnement. C'est ce qui fait que vous avez des secrétaires exécutifs qui sont obligés eux aussi d'être rugueux, presque bruts,
Et finalement, je ne pense pas que dans beaucoup de communes, on soit sur le bon chemin. Mais Luc Atropo, à son corps défendant et ayant le patriotisme à fleur de peau, verrouillé au corps, il a pu décrocher ça pour le Bénin, pas pour lui, parce que si vous l'observez encore, Luc Atropo, c'est quelqu'un qui est dans le détachement. Et c'est bon pour les grands leaders. Le détachement, vous ne le voyez jamais en train de rechercher lui-même d'être célébré. Il ne patauge pas dans le culte de la personnalité. D'ailleurs, je ne sais pas s'il a changé. Vous le croisez dans n'importe quel couloir, quelle que soit votre taille non pas par rapport à votre corps, mais taille par rapport à votre rang social, quel que vous soyez au bas de l'échelle ou vous soyez la plus grande autorité de ce pays, Luc Atropo vous reçoit normalement. Alors, donc, félicitations à lui, félicitations, bravo pour ce qu'il fait pour le pays, et je pense qu'il va davantage gagner la confiance du chef de l'État, qui lui aussi rêve d'avoir des maires comme ça, qui se battent dans le périmètre d'influence pour que le Bénin avance. Donc, bonne nouvelle, hein? Rien à regretter. Je cherche des expériments le jour où j'aurai des choses concrètes à reprocher à Luc Atropo, et comme c'est un ami, Vous n'en avez pas pour l'instant? Non, quand j'en aurai, il sait très bien que je n'hésiterai pas. Je vais insister, même pour venir lui dire au micro de Radio Cotonou, pour dire qu'il a fait telle chose, c'est pas bien. Mais pour le moment, je pense que ce n'est que la suite logique des efforts qu'il a eu à consentir depuis très longtemps. Capacité diplomatique exceptionnelle, Alphonse Soudé. Cette élection démontre sans doute la qualité de leadership en termes de gouvernance locale du maire de la ville de Cotonou. Oui, le maire Luc Atropo est le président de la cellule nationale des communes du Bénin, et il a montré de quoi il est capable, parce que une chose est d'être responsable, une chose est d'avoir la capacité, les aptitudes pour fédérer toutes les énergies. C'est vrai que au niveau de 500 maires francophones réunis, si on arrive à vous choisir, et je voudrais rappeler qu'ils sont au total 6 vice-présidents à accompagner la présidente qui est madame la maire de la ville de Paris. Et je crois que l'avantage pour le Bénin, c'est que nos communes puissent tisser des relations avec les communes des autres pays. Et je voudrais que l'on puisse se décider à accompagner notre compatriote élu à ce poste-là, parce qu'au-delà de sa personnalité, on voit d'abord le Bénin qui a pu avoir ce siège-là. Donc il faudrait que au niveau national, qu'on se décide à l'accompagner, parce que Jules l'a dit, il y a trop, c'est comme si nous étions dans un panier de crabes. Nous étions dans un panier de crabes. Il y a des gens qui ont le talent de vous mettre les bâtons dans les roues. Bon, écoutez, s'il a été choisi, c'est forcément qu'il répond aux critères. Le profil, il répond au profil que les gens voulaient pour qu'il occupe ce poste-là. Il faut rappeler aux gens que le maire de Cotonou est un ancien séminariste. Et vous savez, quand on parle de séminariste, il y a des qualités. Vous voyez déjà la rigueur avec laquelle ils sont éduqués. Et c'est... Moi, bon, quand j'étais encore à Soleil FM, plusieurs fois sur des reportages, je l'ai pris en interview. Bon, il a l'approche facile. Sa technique d'approche vous permet de discuter avec lui facilement. Il faudrait qu'il mette ce leadership-là, cet esprit de management au service de l'Association internationale des maires francophones. Cela pourrait avoir des retombées positives sur notre Bénin, sur notre pays, sur les différentes communes. Et je voudrais que les maires déjà au niveau des 117 communes se mettent à travailler. Parce que si vous devez tisser des relations avec des autres, c'est pas pour aller prendre chez eux. Qu'est-ce que vous leur proposez? Qu'est-ce que vous leur offrez? Le chef de l'État a dit qu'il n'est pas allé au Brésil pour solliciter des aides. Il est allé pour faire de la coopération. Donc quand on parle de coopération, c'est un partage. Il faudrait qu'au niveau déjà de nos 117 communes, qu'on se mette au travail. C'est vrai que dans les mairies, il y a du personnel inutile. Ça, je vous l'avoue, il y a du personnel inutile. Il faut qu'on arrive à moderniser nos mairies. Si on n'arrive pas à moderniser nos mairies, nous ne pouvons pas nouer des partenariats avec les autres, parce qu'ils auront envie de nous offrir du matériel, mais il n'y a pas du personnel pour le matériel. Modernisation de nos mairies en quoi faisant? Mais écoutez, on continue de coller il y a des gens qui sont engagés dans les arrondissements. Vous parlez uniquement du capital humain, c'est cela? Oui, il faut. Les ressources humaines. Écoutez, tout part de là. Il faut former le personnel. Bon, moi, je vois des gens qui
continue de coller les thèmes dans les mairies, c'est quoi ce désordre-là? Et puis à la fin du mois, il prend son salaire. Il faut trouver une autre solution. Il faut recycler les gens. Il y a des gens qui pensent que c'est le champ de leur papa, ils ne veulent pas partir. Le personnel, parce que d'abord, l'image d'une mairie, d'un arrondissement, c'est l'accueil. Quand vous êtes très mal accueilli, écoutez, c'est vrai que nous sommes au Bénin. Est-ce qu'on a dit dans les tests que quand vous allez dans une mairie, il faut vous accueillir en langue nationale? Il faut corriger ça. La mairie, c'est un lieu public. Et la langue que nous avons de commun, naturellement, quand vous accueillez quelqu'un, c'est de lui parler français. Maintenant, s'il ne comprend pas français, ok, vous lui parlez la langue qu'il comprend. Mais les gens ont légitimé les langues nationales. Vous allez dans les bureaux, vous ne comprenez pas la langue, on vous parle la langue comme si vous étiez obligé. Donc, il faut, parce que si vous nouez des partenariats et qu'un maire arrive, il vient dans vos locaux, il constate que le personnel ne répond pas. Ce n'est pas évident que ce partenariat-là aille au bout. Donc, il faut que le maire, en tant que président de l'Association nationale des communes du Bénin, qu'il parle à ses partenaires. Désormais, nous sommes sur l'orbite. Nous voulons trouver des partenaires, nous voulons trouver des gens pour nous aider à nous développer. Mais nous-mêmes, là, qu'est-ce qu'on leur propose? Il a rappelé, moi, chez moi, j'aime plus entendre le mot décentralisation. C'est déjà plombé depuis ça, c'est fini ça. Parce que les critères de choix des premiers, mais vous avez vu comment on a choisi les gens. C'est pas des gens qui avaient la compétence de faire le travail, c'est des gens qui, peut-être politiquement, je peux être politiquement assis dans ma zone et ne pas avoir les compétences de diriger une mairie. Je peux être riche et ne pas savoir diriger une mairie. Donc, il faut que désormais, si nous voulons nous voulons avoir des communes qui puissent revendiquer le titre de commune et avoir des partenaires à l'extérieur, il faut qu'on se prenne au sérieux, qu'on travaille résolument. Parce que quand on parle de mairie, vous allez voir, on parle de Cotonou, on parle de Porto-Novo, on parle des communes à statut particulier, certaines d'autres communes qui lèvent la tête, mais les autres, qui vous souviennent que cette affaire de fonds FADEC, les fonds mis à la disposition des mairies, on les a dilapidés. C'est ce qui a amené le régime Talon à instaurer le système des secrétaires exécutifs. Et ça pose problème aujourd'hui. Un maire est jusqu'à réclamer son budget. C'est parce qu'au niveau des communes, les personnes qui travaillent là ne sont pas nantis de compétences pour gérer les mairies. Donc il faut que tout ça là, on puisse nettoyer ça avant de dire nous voulons faire venir des gens pour venir nous supporter. C'est pas pour quémander, on nous quémande. Il est temps qu'on montre aux Blancs qu'ils ne sont pas là pour quémander. Une commune du Nord qui peut produire, qui peut proposer des produits aux Blancs. Les Blancs peuvent nouer des partenariats et en échange, on va former nos gens à la compétence parce qu'aujourd'hui, il faut informatiser toutes les communes du Bénin. Je suis heureux qu'au moins aujourd'hui, avec la NIP, on ne va plus traîner à la mairie pour dire qu'on veut prendre un acte de naissance. Il faut aussi trouver une autre solution pour la légalisation. Il faut pour que désormais, à partir de l'Internet, je puisse facilement obtenir mes pièces. Merci Alphonse Moïse Soudé, plusieurs fois élu député à l'Assemblée nationale, plusieurs fois maire de la commune de Boyikan, élu maire de la commune de Cotonou, premier vice-président du Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA, membre du Conseil d'administration de l'Association internationale des régions francophones, membre des réseaux de l'Association internationale des maires francophones, aujourd'hui vice-président de cette association. Luc Katrokpo a participé donc à cette réunion qui a réuni 500 maires et représentants des capitales et métropoles venus d'une cinquantaine de pays. La force de la coopération de ville à ville et pour la force de la coopération de ville à ville pour nourrir le dialogue, la solidarité internationale et relever ensemble les grands défis mondiaux en agissant au plus près des citoyens. C'est bien sûr le principal thème, je vais y arriver, de ce congrès des maires francophones. Écoutons Luc Setondia Tropo. Une réunion qui s'est tenue dans une convivialité sous la présidence de Mme Anne Hidalgo, maire de Paris, qui préside l'IMF. On a discuté de beaucoup de sujets. On a fait le rapport financier. On a eu d'autres adhésions. Les villes africaines, il y en a qui sont rajoutées, les villes européennes aussi. Nous avons discuté des projets, c'est ce qui intéresse souvent les communes. Et nous avons le plaisir de constater que sur 5 projets validés, il y en a 2 qui viennent du Bénin. Un projet de la CCZ sur la question de l'eau, un projet culturel de WIDA. Je me réjouis de ce que les membres du bureau aient accordé autant d'attention au Bénin. Je me réjouis aussi de l'aveu par rapport à l'organisation l'année passée du congrès de l'AMF à Cotonou. Les autorités béninoises ont été saluées. Nous avons rendu hommage à Pierre Baillet,
Pierre Bayer, c'est un monument. Pierre Bayer aura tout donné à l'IMF. Et là, aujourd'hui, il se retire. Nous l'avons salué pour ce qu'il a fait pour l'association, ce qu'il a fait pour le Bénin, ce qu'il a fait pour l'Afrique. Nous avons un nouveau délégué qui s'installe, c'est plus un secrétaire permanent, c'est un délégué. Nous avons souhaité qu'il ait l'écoute du Bayer et qu'il travaille avec nous. Une certaine égalité. Ce qui nous caractérise à l'IMF, c'est l'égalité. Et on est traité de la même manière. C'est ça qui justifie notre présence. Je voudrais saluer le nouveau délégué et lui souhaiter plein succès. Voilà, Luc Setonji Atrokpo, maire de la ville de Cotonou, vice-président de l'Association internationale des maires francophones. Julien Kitty, il s'est réjoui là de la coopération entre l'IMF et les villes béninoises. Il a parlé de 5 projets sur lesquels ils ont travaillé. Le Bénin en a bénéficié de 2. C'est important. Vous parliez de retombées à l'instant. Oui, c'est ça, Luc Atrokpo. Moi, je n'ai même pas éducation à me comporter comme un griot pour une autorité. Mais vous voyez, il rend compte, ce n'est pas seulement qu'il accède au poste de vice-président de l'association, mais il y a déjà des retombées sur 5 projets. Lorsque le Bénin seul, vous voyez, 500 maires, le Bénin seul décroche 2 sur 5 projets validés. Ça, c'est du concret, c'est ça le fruit de la diplomatie exceptionnelle. Lorsque vous entendez le maire Atrokpo en train de parler, j'ai été intéressé par une expression, l'égalité. Ils sont traités de la même manière. C'est ça aujourd'hui la coopération. Et autant on peut se réjouir, tous les Béninois peuvent se réjouir de dire, ben voilà, nos représentants sont traités de la même manière que les maires des autres pays. Mais la conséquence, l'implication directe, c'est que lorsque ils viendront vers le Bénin, lorsque Luc Atrokpo avec son équipe travailleront à ce que il y ait donc une dynamique de coopération dans l'avantage du Bénin, c'est que lorsqu'ils voyagent ou avec d'autres maires, ou eux ils reçoivent des délégations ici, qu'on puisse rencontrer 77 maires capables, si on les prend isolément, capables de défendre ne serait-ce que leur commune. Et après, quand on leur pose des questions, qu'ils puissent montrer qu'au-delà du périmètre d'influence de leur commune, ils connaissent le Bénin. Et si quelqu'un est en face d'eux, si on passe le temps à célébrer Luc Atrokpo, vous savez, les exceptions ont ceci de très dangereux. C'est-à-dire que si on ne multiplie pas des Luc Atrokpo à la tête des 77 communes du Bénin, qu'est-ce qui va se passer? Un jour, des gens qui sont dans les méthodes modernes de gouvernance vont dire, bon, monsieur Atrokpo, c'est bien, on vous a écouté, on veut écouter le maire de n'importe quelle commune du Bénin sur des questions, par exemple, sur la coopération que les maires ont, la collaboration que les maires ont avec l'État central au Bénin. Vous en avez qui vont parfaitement cafouiller. Pourquoi? Parce que vous avez beaucoup de maires, par exemple, qui n'ont jamais compris pourquoi on a été dans l'obligation, la triste obligation de devoir leur flanquer des secrétaires exécutifs. Il faut savoir, Moïse parlait tout à l'heure, c'est encore avec le maire Atrokpo. Un jour, il a peut-être oublié. Moi, je faisais partie de ceux qui étaient délégués comme producteurs médias. Votre technicien en sait quelque chose. Pendant 3 ans, j'ai produit sur la décentralisation. On était sur une autre radio, mais on est allé à une évaluation avec une délégation de la Banque mondiale. Et on constate que le financement de la Banque mondiale qu'on a envoyé vers le Bénin, ce qui est affecté directement aux communes, et on a comparé la gestion avec ce qui est affecté aux communautés à la base. Est-ce que vous savez que des communautés à la base, des gens qui n'ont pas été à l'école du blanc autant que les maires, ont montré une plus grande capacité de bonne gestion, des fonds destinés à construire des salles de classe que les maires eux-mêmes. Une salle de classe que les communautés construisent avec une méthode de participation communautaire peut coûter peut-être 17 millions. Les mêmes modules de classe construites dans des conditions avec une qualité piètre par les communes directement coûtent 40 millions. Vous voyez? Et j'ai déjà vu, il voudra pas diplomatie, pas commodité, il voudra pas l'avouer. J'ai déjà vu le maire Atrokpo, dans sa position de président des maires du Bénin, revoir
les représentants de la Banque mondiale après pour expliquer que, bon voilà, c'est des cas isolés et qu'il y a des réformes en cours pour que il y ait plus de bonne gouvernance. Donc il faut pas que des maires du Bénin, ces pairs, je les juge pas négativement. La première aide qu'ils doivent lui apporter, c'est de bien gouverner les communes. Lorsqu'on parlait également du fonctionnement des communes, est-ce que vous savez que ce n'est pas normal que des autorités d'autres pays, des citoyens d'autres pays continuent de cotiser de l'argent et on prenne une partie de ça pour dire on veut vous financer, vous, et on investit encore de l'argent dans la formation ou dans les audits fonctionnels, c'est-à-dire sur le comportement des travailleurs au niveau de nos collectivités locales. On peut par exemple investir dans des formations spécifiques qui n'étaient pas classiques dans le cursus de ceux qui travaillent dans les communes. Mais si on doit commencer, on doit venir par exemple former, les travailleurs d'une commune sur un financement étranger, sur la gestion du temps, être à l'heure au boulot par exemple. Vous voyez, vous voulez faire votre émission ici, on s'est parlé. Le simple fait que je sois venu à l'heure presque juste, vous avez vu les réaménagements qu'on a dû faire. Alors, dans une administration où vous avez un citoyen qui a peut-être quitté très loin aujourd'hui avec la NIP, on nous a sauvés du bourbier d'escroquerie que constituait l'état civil. Mais il y a bien d'autres choses. Que celui-là arrive et qu'on lui dise que le personnel qui doit s'occuper de lui n'est pas encore là. Alors qu'il est peut-être, aujourd'hui, les gens vont au boulot, je crois, c'est à 15h, ils finissent ils prennent la pause à 14h, ils reprennent à 15h, partir à 17h. Alors quelqu'un vient à 15h, jusqu'à 15h30, 15h45, on lui dit la personne n'est pas là. À 16h après, on lui dit, à partir de 17h, on ne peut plus prendre quelqu'un. Et pendant une heure, comme ils sont beaucoup, finalement, on tombe sur lui, il est l'heure. Et le même qui est venu en retard à 15h45, il est très pressé à 17h, moins une minute, de ranger ses effets et de partir. La colère que ça fait à ce citoyen-là, vous voyez, c'est une manière, si nous allons sur le terrain du droit, si jamais il portait plainte, parce qu'on lui fait croire même qu'il n'a pas le droit de porter plainte. Mais s'il portait plainte, est-ce que vous savez que le fait de ne pas le satisfaire là, vous lui enlevez une partie de sa nationalité béninoise. C'est comme s'il n'a plus les mêmes droits que vous qui êtes en train... C'est comme si le travailleur qui est là ne sait pas qu'il doit servir. Donc comprenez que, tout en saluant ce que Luc Atropo fait, tout en saluant que au détour de leur session là, où on a renouvelé les instances, il est passé vice-président, qu'on ait eu 5 projets et que 2 soient pour le Bénin, quand on va vouloir exécuter ces projets, eh bien que les collectivités locales travaillent à montrer au président Patrice Talon que on peut fonctionner sans toi. On peut fonctionner sans que tu ne sois obligé de nous dire, il faut que, par exemple, au bout de quelques années, moi je rêve de voir le président Patrice Talon ou celui qui va le remplacer dire, écoutez, la réforme avec les secrétaires exécutifs, on peut laisser tomber. Parce que les administrations locales ont repris en main leur destinée et avec de bonnes méthodes. Parce que les maires, je ne suis pas sûr qu'ils sont très très heureux. Un mec comme Luc Atropo, il n'aura pas de problème parce que son secrétaire exécutif, certainement, permettez-moi cette liberté d'expression, certainement qu'il aura encore des choses à apprendre de lui. Je ne vois pas Luc Atropo ébranlé, mais je connais des maires qui vont dire, mais comme vous le dites là, un mec qui réclame son budget, ça veut dire qu'il est dans un monde qui est dépassé, et lui il est là, il dit, bon, il faut que vous me remettiez mon budget, et qu'avec mes copains politiques, on puisse mettre le grappin là-dessus pour aller faire de fanfaronnade. Il faut dépasser ça. Il faut dépasser ça. C'est ça qui va permettre au Bénin d'avancer. Et si vous ne vous mettez pas dans la même dynamique que le président de la République qui est là, qui peut aller au Brésil et dire je ne suis pas allé quémander des choses, que je suis allé réclamer coopération d'égal à égal, eh bien, il arrivera où les maires seront là, l'administration locale sera là, plus que secrétaire exécutif, on leur flanquera un jour peut-être une agence pour gérer complètement la mairie. Et puis après, on va de plus en plus constater leur inutilité. Et nous sommes dans un monde où vous êtes inutile, on se sépare de vous et on avance. Le temps vous donne la chance de comprendre que aujourd'hui on gagne
comme Dieu l'a dit là, son pain à la sueur de son front. Merci Juliandre Ketty. Que souhaitez-vous pour le maire de Cotonou, le vice-président le nouveau vice-président de l'AMF, président de l'Association nationale des communes du Bénin? Jules Léandre a longtemps dit président des maires du Bénin, c'est plutôt président de l'Association nationale des communes du Bénin. Que lui souhaitez-vous à ce nouveau poste? Très rapidement. On va finir sur ce tableau. Je voudrais d'abord remercier tous ceux qui ont participer à la rédaction de ces deux projets-là. Ça veut dire quoi? Qu'on peut transcender les réalités politiques, aller chercher des compétences. Ouais. Forcément, c'est des spécialistes de projets qui ont réutilisé des projets parce que pour que votre projet soit retenu à ce niveau-là, 500 maires présents, donc ça veut dire que le projet est bancable. Techniquement, et chacun a défendu le projet de son pays. Techniquement, c'est bon. Donc je dis, à son retour, ce que le maire doit faire, parce que le projet, c'est un projet béninois qui a été retenu, il faut que les 77 maires prennent, s'approprient ces deux projets-là. Parce que les gens ne vont pas venir chez vous, un projet qui vient de chez vous, vous-même, maire de votre pays, vous ne maîtrisez pas ça. Donc moi, je souhaite que le maire, une fois qu'il sera au retour avec son équipe, qu'il réunisse les 77 maires, qu'il leur explique le contenu exact et comment les projets doivent être exécutés pour que les maires à leur retour puissent, parce que c'est pas seulement pour la commune de Cotonou, c'est pour les 77 communes. Donc, et que, excuse-moi bien, le projet qui est pour la commune de Ouida, par exemple, pendant que on décroche ça, que le maire de Banikwara se sente concerné pour maîtriser la manière dont ces genres de projets fonctionnent, pour que de Ouida, seul pour ce projet, on en arrive à découvrir que, bon, si on le faisait dans d'autres localités, ce serait bien. Mais quand le maire de Banikwara va se dire, puisque c'est pour Ouida, je m'en occupe pas. Oui. Donc c'est le jour où il sera nécessaire de présenter ce projet pour le compte de Banikwara que lui, il ira à l'école de la rédaction d'un tel type de projet. C'est pourquoi je dis le président de l'Association nationale des communes du Bénin a l'obligation d'informer ses pairs des contenus. Mais le projet qui m'intéresse le plus, moi, c'est le projet de l'eau, parce que c'est énervant. Vous savez ce qui se passe avec l'eau à Cotonou, que vous habitez une zone comme Akwakwaya environ, que pendant 5 jours vous êtes sans eau, c'est compliqué. Les réserves d'eau sont terminées, on va au boulot sans se laver. Donc je dis, c'est un projet qui est bienvenu, qui est propre à toutes les communes. Donc il faut que les maires s'approprient, parce que le coopérant ne va pas envoyer son argent. Si on envoie l'argent pour gérer ça, c'est pas pour Cotonou seul. Mais si vous, maire de Segbana, de Tukuntuna, vous ne maîtrisez pas, vous ne vous êtes pas approprié ce projet là, et que vous êtes là, excusez l'expression, il y a des mecs qui sont élus qui n'ont pas de compétences pour gérer, et c'est pourquoi on leur a flanqué les SE. Donc il faut que désormais toutes les communes, le maire fasse tout pour que les communes, parce que vous savez, les autres, ils prennent l'argent de leurs contribuables qu'ils nous donnent. Un jour, ils vont envoyer une mission de contrôle pour aller dans les communes, ils vont constater que le projet, même le maire lui-même et son conseil communal ne maîtrisent pas. Donc, monsieur le maire, à votre retour, faites ce travail de sensibilisation et d'information, parce que les autres peuvent interpeller n'importe quel maire à n'importe quel moment de leur séjour. Il faut d'abord que le maire se mette à gratter la nuque ou bien à bégayer. Ça sera une honte pour vous et pour le pays. Pour le Bénin. Merci. Deuxième sujet abordé dans l'actu et débat de ce lundi. Un projet de loi, vous le savez, est à l'étude au Bénin pour octroyer la nationalité aux personnes dont les ancêtres ont été déportés pendant la traite négrière. Alphonse Moïse Soudé, je reste avec vous. Juste réparation. Bon, réparation, d'accord, mais je dis quelle est la plus-value? Quelle est la plus-value pour le Bénin? Parce que si c'est des gens qui veulent venir pour investir chez moi, je suis d'accord. Mais nous-mêmes, on a nos difficultés. Il ne faut pas que les gens pensent que, comme il y a possibilité de leur donner la nationalité, ceux qui traînent là-bas, parce que là-bas aussi, il y a des pauvres, ils vont dire, la vie au Bénin, ça serait mieux par rapport chez moi à Brasilia, donc je vais m'installer au Bénin. Attention, il faut qu'il y ait des filtres, c'est pas parce qu'on veut donner ça à tout le monde que même les chômeurs de là-bas vont débarquer chez nous. Nous aussi, on a nos difficultés, on a nos réalités là aussi. Je suis d'accord, ils veulent revenir sur la tête de leurs ancêtres. C'est pas pour venir s'installer encore pour grossir le nombre. S'ils ont des plus-values, s'ils ont des plus à apporter au Bénin, chapeau, moi je prends. Mais si c'est des gens encore qui vont venir nous prendre encore le peu que nous avons, ils n'ont qu'à rester chez eux là-bas.
derrière cette réparation, oui, vous avez envie d'intervenir, Julien Kitty? Non, quand Moïse parle comme ça, je perçois sa préoccupation, mais tel qu'il le dit, je pense que non, ils viennent pas pour nous envahir le monde. Non, pas du tout. Et je pense que acquérir la nationalité béninoise pour ces personnes, ça ne va pas se passer de la même manière que lorsque un enfant naît sur le territoire béninois et qu'on se trouve dans l'obligation au niveau des officiers d'état civil de lui aujourd'hui de l'ANIP de lui délivrer un acte de naissance. Non, puisqu'il n'était pas des Béninois, ceux qui veulent acquérir maintenant la nationalité béninoise, il faut bien qu'une loi l'autorise, ça c'est une première étape, et après forcément ça va être filtré. Les gens ne vont pas, ils vont pas quitter les ghettos du Brésil ou d'autres pays concernés pour débarquer ici. Donc, certainement. Vous me rejoignez, c'est oui, ça la réalité. Il peut y en avoir. Oui, c'est l'expression, si c'est ça, ils n'ont qu'à rester chez eux qui ne plaît pas. C'est tout. Sinon, quand vous prenez au Canada, les gens ont fini avec ont réglé ces questions-là. Vous voyez comment les gens chantent sur les réseaux sociaux ou dans d'autres médias des possibilités d'aller au Canada travailler par exemple. Mais c'est que on vous reçoit sur projet, c'est-à-dire qu'on voit votre profil, on a toutes les informations, et quand vous voulez venir, même si vous avez besoin de renforcement de capacité, on vous dit, si vous voulez venir ici, on vous donne la nationalité béninoise, vous allez venir séjourner. Quelqu'un peut avoir la nationalité béninoise et ne pas avoir pour vocation de venir résider au Bénin. Donc, il faut par exemple, on l'a dit ailleurs, voir avec ces personnes-là s'ils ont des projets. Il faut permettre aussi, monsieur Soudé, quand vous parlez agriculture, vous parlez eau et autres, vous n'aimez pas qu'on parle des questions qui sont liées à la dimension émotionnelle des personnes. Un être humain, avant d'être concret, avant de pouvoir fabriquer un appareil, il a besoin que dans ses émotions, il se sente bien. Si quelqu'un, pour le moment, ce dont il a besoin, lui, c'est de dire, mais mes ancêtres ont quitté le Bénin, je veux mettre pied sur la terre de mes ancêtres. Nous sommes des êtres de spiritualité aussi. Il faut leur permettre de régler ça d'abord. Tout au moins, dès qu'ils viennent pour ça, pour ces émotions, pour des balades, on embraye sur la dimension touristique d'abord. Quelqu'un ne peut pas venir ici, on lui dit tes ancêtres ont été des adeptes de Vodou Sapata, et quand on va lui dire on va te montrer les plus grands temples, si les gens sont dynamiques dans le secteur touristique au Bénin, on lui dira ce n'est pas à Cotonou seulement, on dit il faut aller peut-être dans le couvent de Sapata qui se trouve à Tenji là-bas, de Cotonou à Tenji, il vous dira je dois aller voir telle chose, il va manger, il va prendre les choses d'ici, il va acheter des choses pour partir. Mais après il y en a parmi eux, ils ne savaient pas qu'il y aurait quelqu'un comme Patrice Talon qui va impulser un jour, en 2024, une dynamique qui permettrait d'avoir une loi pour leur permettre d'avoir la nationalité béninoise. Ça veut dire qu'ils menaient une vie. Il y a parmi eux qui sont peut-être de très grands chefs d'entreprise, qui sont des gens qui peuvent amener des projets ici. Je suis donc d'accord avec vous qu'il faut filtrer, mais il faut permettre à chacun de venir avec son objectif. Il ne faut pas que l'État béninois ou nos députés en viennent à dire comme au temps de Socrate où on disait quoi, nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Il ne faut pas qu'on fasse des lois nul n'entre dans la jouissance de cette nationalité béninoise s'il n'est porteur d'un projet qui ferait manger les Béninois ou qui ferait que les Béninois ne vont pas manquer des Non, mais réellement, derrière cette réparation, cette reconnaissance et valorisation, il y a quand même un clin d'œil du Bénin. De dire venez investir chez moi, c'est comme l'a fait le Ghana aux afro-descendants anglophones. C'est ça. Mais écoutez, quand ils vont venir, ils vont investir. Quand je dis filtrer, c'est ça. Il faut pas que, moi je suis clair là-dessus. Il faut pas que les chômeurs des autres viennent brosser le rang des chômeurs. Parce que c'est quoi, quand j'ai une nationalité, je suis passé par tous les couloirs et puis j'ai rempli les conditions définies par la loi. J'ai ma nationalité. Pourquoi je parle de plus-value? Si lui n'a pas de boulot chez lui, parce qu'il viendra trouver de boulot chez moi, qu'il reste chez lui. Je dis, non, ceux qui ont des projets, ceux qui veulent investir chez nous, ok, ils sont les bienvenus parce que là, ça nous permet de... La preuve, nos frères sont voulus aller en Europe chercher l'Eldorado, ils sont morts. Donc, ça veut dire que ce qu'il faut souhaiter, ce que je souhaite, il ne faudrait pas qu'au niveau de la loi, qu'on donne la possibilité
à ceux qui veulent monter des entreprises au pays. Il y a l'expertise brésilienne dont nous avons besoin, le chef de l'État en a parlé tout le temps. S'il y a des entreprises, parce que vous savez, quand vous avez la nationalité, vous avez des avantages. Ouais. Il y a des portes qui vous sont ouvertes facilement. Mais quand vous n'avez pas ça parfois, c'est un peu plus compliqué. Donc si les gens veulent investir chez nous, construire des projets pour aider le Bénin à prendre suffisamment son envol économique, je suis preneur, mais qu'on ne me dise pas que des gens... Vous dites, par exemple, qu'on n'acceptera pas un étudiant haïtien qui voudrait étudier à l'université d'Abomey-Calavi. Il n'a qu'à finir ses études là-bas, mobiliser l'argent et venir investir. Bon, alors, c'est là où je ne suis pas d'accord, parce qu'une loi, ce n'est pas pour régler ces détails-là. Une loi, c'est pour ériger un principe. Après, dans l'opérationnel, dans l'application, on voit ces contours-là. La loi ne peut pas dire, par exemple, si vous n'êtes pas de telle catégorie, vous n'avez pas tel profil, vous ne pouvez pas. La loi dit, vous voulez acquérir la nationalité béninoise, même des gens qui vivaient déjà naturellement ici. La loi qui était en vigueur, quand vous vivez au Bénin ici, vous n'êtes pas béninois à l'origine. On vous demande déjà de faire 10 ans au moins ici. Lorsque pendant 10 ans vous êtes dans un pays, ça veut dire qu'on a eu le temps de vous suivre. Maintenant, pour quelqu'un qui veut venir de l'étranger, mais qui a un lien historique avec le Bénin, si vous ne savez pas suggérer, si vous ne faites pas attention pour suggérer aux députés, il faut que ce soit forcément tous ceux qui sont porteurs d'un projet et même qui sont détenteurs de l'argent du projet avant de rentrer, d'avoir la nationalité béninoise, ils vous diront, mais finalement, vous ne savez pas qu'ils iront chercher ceux qui ont été à la base de leur déportation. On risque de rappeler au président Patrice Talon, fils de Guédébé, que s'il y a eu déportation, je ne sais pas, des gens vont vous dire, mais mes parents, mes aïeux ne seraient jamais déportés s'il n'y avait pas eu l'esclavage, s'il n'y avait pas eu commerce triangulaire, s'il n'y avait pas eu participation de quelques souverains béninois aussi. Et donc, pour ne pas remuer le couteau dans la plaie, moi, on peut mettre des critères. Nous parlons de coopération. Oui, mais écoutez... L'acquisition de la nationalité, c'est dans le domaine, c'est pour renforcer la coopération. Non, pourquoi on a ajouté afro-descendants? Pourquoi on n'a pas dit... Pourquoi le président béninois n'a pas dit, ne serait-ce que la question de visa, par exemple, libre? Pourquoi il n'a pas donné ça à tous les pays? Ça veut dire qu'il suit une ligne. Les afro-descendants, ça veut dire on sait que ceux-là, ils ont cette soif eux-mêmes d'abord, cette envie, cette passion émotionnelle d'aller voir, de retourner sur les traces. Maintenant, quand la loi sera votée, la loi peut préciser, peut dire par exemple, qu'il faut envisager dans l'opérationnel des critères qui permettent que ça profite à de l'investissement, donc à capter des investissements, que ça permette à des gens qui peut-être ont de l'expertise mais qui n'ont pas de l'argent. Quelqu'un peut prendre la nationalité béninoise et n'a que son expertise. Il peut venir former des gens au Bénin. Et après, derrière, quand il forme les gens au Bénin... de la liquidité. Voilà. Et bien, quand il vient former les gens au Bénin, c'est bien évident que vous puissiez le payer. Venir former des gens au Bénin, c'est ce que j'appelle plus-value. Je dis, il faut forcément que la personne ait quelque chose. Nous sommes en matière de coopération. Vous savez, moi, j'ai entendu des... Mais vous avez rejeté l'exemple que très malin, Brice Bill a été dit, vous a trouvé. L'étudiant haïtien, par exemple. Et vous dites qu'il n'a qu'à finir ses études chez lui avant de venir. Est-ce que mes frères... Non, je dis des choses comme ça. Est-ce que mes frères qui sont à l'université sont déjà bien traités pour qu'on en la route? Est-ce que nos jeunes frères qui sont à l'université travaillent déjà dans de très bonnes conditions pour qu'on vienne encore gonfler les effectifs? Est-ce que les autres pays, les autres universités dans d'autres pays peuvent rejeter les étudiants béninois qui veulent aller là-bas? On n'a pas dit, il faut me comprendre, je n'ai pas dit qu'ils ne viendront pas étudier. Mais quand ils vont acquérir la nationalité béninoise, c'est autre chose, c'est autre réalité. On les traitera comme on va traiter tout béninois. C'est ça, donc c'est la réalité. Ils ont des bourses. Les étudiants, il n'y a pas de différence. Ils ont des bourses pour venir étudier ici, après ils vont rentrer dans le pays, je suis d'accord, mais quand ils ont la nationalité, ils peuvent rester chez eux, ils peuvent construire, ils peuvent acquérir des domaines, ils peuvent faire tout ce que le Béninois doit faire. Donc, est-ce que tous les Béninois déjà ici
sont déjà... Tant qu'ils ne menacent pas la sécurité du Bénin, tant qu'ils ne sont pas là pour déranger les Béninois, nous sommes dans un monde de compétition. S'il y a un Brésilien qui n'a pas de boulot chez lui, à qui on donne la nationalité béninoise et qui vient à Cotonou, qui va être excellent technicien à Radio Cotonou plus que Béja, il prend le poste. S'il peut mieux animer un débat politique que Brice Bilaïtedi, pourquoi vous voulez qu'on ne l'amène pas ici? Vous permettez très rapidement à Moïse de finir. Non, je dis... vous attendez? Il faut qu'on réfléchisse. Parce que si vous posez la question à ceux qui sont allés étudier ailleurs, qui ont fini, il faut leur demander pourquoi ils sont rentrés dans leur pays. Il faut qu'on fasse attention. Il ne faut pas qu'on fasse les choses comme ça. Il faut demander à des Béninois qui ont régulièrement étudié, qui ont été peut-être meilleurs à l'extérieur, demander-leur pourquoi ils sont revenus travailler chez eux. Il faut leur demander ça. Il faut leur demander pourquoi ils sont revenus. C'est pas aussi facile que chez l'autre qu'on finisse, qu'on soit meilleur, qu'on trouve du travail. Je sais de quoi je parle. D'accord. Vous êtes obligés de revenir. Donc, si on n'a pas pu régler nos problèmes, réglons nos problèmes d'abord, avant de nous ouvrir aux autres. Avant d'ouvrir le portail aux autres. Puisque nous parlons de vote de loi, nous allons rester à l'Assemblée nationale. Vous savez que l'honorable Tchabi Goré Baké a déploré la situation des journalistes et a interpellé le gouvernement. Absence de salaire, manque de sécurité sociale, non-application de la convention collective, absence de couverture en cas de maladie et manque de formation continue. Tels sont les défis auxquels font face les hommes et femmes des médias, a rappelé la députée. Ce sont là des préoccupations brûlantes des journalistes, non? Moïse Alphonse Soudé, portées par un élu du peuple. Oui, j'ai jeté un coup d'œil sur le document. Son interpellation s'articule autour de 8 questions fondamentales. Et je crois qu'elle a bien fait parce que aujourd'hui, pour moi, j'estime que les professionnels des médias sont les enfants malheureux de la République, mais quelque part, ils y ont contribué. Vous voyez, elle a posé la question de savoir comment les gens sont-ils recrutés à l'ORTV. Parce qu'il y a très longtemps que moi, je n'ai plus jamais entendu un communiqué qui dit qu'on veut recruter du personnel à l'ORTV. Elle a posé la question, comment les gens sont-ils recrutés dans les organes qu'on appelle officiels de l'État. Ça, c'est une question très importante parce que beaucoup se disent, mais nous voyons de nouveaux visages. Entre-temps, pour ce que je sais, on passait des communiqués, on dit qu'il y a recrutement, il n'y en a pas. Elle a posé question numéro 3. Qui peut-on appeler journaliste? C'est ça la question là qui m'intéresse. Donc, il faudrait qu'au niveau de l'Assemblée nationale, cette question-là soit réglée. C'est vrai que le problème de comment vous appelez ça, la convention collective, moi, parfois, ça me tape sur le système parce que vous savez qu'il y a des confrères encore qui sont à 30 000 le mois qui travaillent dans des organes de presse parce qu'on se dit, le patron de presse se dit, il n'y a pas boulot. Bon, tu as de la plume, si tu veux écrire, voilà ce que moi je te propose 30 000, 40 000. Si tu es d'accord, tu prends. Si tu n'es pas d'accord, tu vas te chercher ailleurs. Ça, c'est des difficultés que les fêtiers n'ont pas pu régler, que personne n'a pu contrôler. Je crois qu'elle a mis le doigt sur un élément important. Parce que c'est ça qui fait que le journaliste qui parfois voit un reportage est obligé de se comporter en mendiant, en train de courir derrière les hommes politiques, à la recherche d'un billet vert ou bien d'un billet violet. Moi, ça m'a toujours un peu fait mal quand vous vous retrouvez sur le terrain et puis il y a des confrères qui pensent qu'il faut titiller les hommes politiques. Non, il faut se respecter. Mais c'est parce que la profession même... Les conditions sont précaires. Ne vous assure pas une certaine sécurité que vous vous comportez comme ça. Si les députés peuvent arriver à régler la question avec le gouvernement, ok. Je crois que dans les rédactions, il faut savoir comment les gens sont traités dans les rédactions, parce que la convention collective, c'est très important. Celui qui travaille ici doit donner le meilleur de lui-même. Il faut qu'il soit dans de très bonnes conditions de travail. Maintenant, s'il n'est pas dans les bonnes, c'est pourquoi vous voyez facilement dans les journaux, vous voyez des titres siamois, vous voyez des gens qui écrivent des papiers, qu'on leur fait signer, machin, parce que bon, il y a l'espèce sortante de la recherche de la pitance. C'est ça, parce qu'ils ont une famille à nourrir et puis ce qu'ils gagnent dans la rédaction ne leur permet pas de subvenir à leurs besoins. L'honorable Julien Andre demande notamment des comptes au gouvernement sur les réformes annoncées en janvier 2023, presque 15 mois après cette annonce-là. Elle voudrait également savoir non seulement où en est-on par rapport à ces réformes, mais quand et comment la mise en œuvre. J'ai très envie de vous entendre sur ces deux préoccupations. Est-ce que le gouvernement a maintenant les réponses à ces questions? Et qui répondra? Puisque nous n'avons pas de ministère de la communication.
C'est vrai qu'il y a un ministère qui fait office de ministère de la Communication. J'ai envie, avant de répondre précisément à votre question, vous rappeler qu'au terme de la Constitution du Bénin, il y a l'un d'entre nous, des 12 millions de Béninois, à qui on a légalement confié le pouvoir exécutif. Le président de la République, c'est lui qui est élu, et la Constitution dit qu'il forme son gouvernement, il met qui il veut dedans, il donne qui il veut au département ministériel, et s'il rattache et ça, il s'est permis même, il a été jusqu'à s'expliquer sur une chaîne de télévision. Mais j'étais sur le plateau. J'étais en direct quand le chef de l'État appelé. Donc j'ai gardé en mémoire exactement ce que le chef de l'État a dit. Donc il a estimé que ce n'était plus nécessaire d'avoir un gouvernement qui a sa machine de communication, qui a un porte-parole, d'avoir un ministère en charge de la communication gouvernementale, mais qu'il y ait un ministère qui s'occupe des médias, les médias vus comme un pouvoir à part, dont la première quête doit être la liberté d'expression, l'indépendance. Et lorsque vous prenez ces deux mots-là, et quand je les mets à côté du discours prononcé par le chef de l'État à l'installation de la mandature actuelle de la HAC, qui est en train de finir malheureusement. Le chef de l'État avait parlé de vénalité lorsqu'il décrivait le comportement des professionnels, des animateurs de la presse, vénalité vis-à-vis des pouvoirs d'argent, les pouvoirs politiques. Et on m'avait interrogé dans la période, j'aurai l'occasion après cette émission de vous en envoyer le lien, où je disais, mais le chef de l'État n'a surfé que sur un diagnostic qui se faisait depuis la période Kérékou. Tout le monde a dit les rapports vicieux des professionnels des médias ou des médias, avec les pouvoirs d'argent et les pouvoirs politiques. Moi, j'ai toujours dit, et je me rappelle avoir dit en ce moment, que le chef de l'État, il a été très très malin. Il a rappelé à la HAC sa responsabilité pour donc conduire ces réformes-là. Il a rappelé aux professionnels des médias leur responsabilité dans la participation à la construction de ces réformes-là. Vous savez, c'est encore au régime Patrice Talon que beaucoup, à tort ou à raison, se permettent de reprocher le fait de faire les réformes, d'accord, sans associer véritablement les différents acteurs à qui on doit appliquer ça. Mais depuis des années, voilà quelqu'un, et je ne cesserai jamais de le dire, ceux qui veulent me traiter comme griot, je leur rappellerai qu'ils ne connaissent pas mon éducation. Voilà quelqu'un, président Patrice Talon, il dit toujours ce qu'il veut faire. Nous n'écoutons pas suffisamment les discours politiques. Il a toujours dit même ce qu'il fait finalement, et ça fait grincer les dents. Et il a toujours assumé ses positions. Lorsqu'il renvoie à la HAC, animé par des gens qui sont censés connaître donc le monde des médias, et la HAC qui est composée également de représentants des médias, je ne dis pas qu'ils n'ont pas bien travaillé. Il y en a d'ailleurs qui se sentent suffisamment, on estime qu'ils ont un bilan tellement bon qu'ils demandent à renouveler le mandat. Ça veut dire que ceux-là sont ceux qu'on doit le plus interroger sur ce qui a été fait depuis. Le président de la HAC qui est là, mais il faut qu'il sorte de son manteau de chef d'institution pour se prêter à vos questions de façon relâche. Il n'y a pas un couvent à obtenir là. Et le risque que nous courons, c'est que le gouvernement, un jour, dira peut-être dans les réponses à donner la ministre du numérique et de la digitalisation, j'observe le fonctionnement de ce ministère. Madame Aurélie Zoumarou, c'est comme ça s'appelle la ministre du numérique. Elle sait qu'elle veut faire son résultat sur la digitalisation, sur le développement du numérique. Et c'est sa tasse de thé, c'est dans ça elle est forte. Si, professionnels des médias, vous ne prenez pas vos responsabilités, une corporation a des organisations syndicales. L'UPMB est une organisation syndicale. Et qui dit organisation syndicale dit liberté de défendre les aspirations, les intérêts et les besoins des professionnels d'une corporation. Ça veut dire que si au niveau de l'UPMB, on ne réfléchit pas à aller dire, Madame la ministre, vous êtes notre interlocutrice
envoyés par le gouvernement. Voici comment nous voulons que notre corporation fonctionne. Pour que ceux qui s'aventurent dans cette corporation-là marchent. On a voté le code de l'information et de la communication. On a fait des réformes à ce niveau. Mais on était là quand on a désigné, on a érigé même les grogneurs au rang d'auxiliaires des journalistes ou de la presse. Mais attends, le nombre de gens qui se prévalent du titre de journaliste au Bénin ou de professionnels des médias, ils se lèvent et vous dites non. Parce que nous sommes tous ici, quand on a eu la démonopolisation, je crois c'est en 1999, non, où les radios privées ont commencé, avec en pole position le groupe Gazette du Golfe où vous avez eu à travailler. On sait comment le phénomène de grogneur est né. Mais aujourd'hui, la dame pose la question, excusez-moi de dire la dame, l'honorable Baké pose la question de savoir qui on peut appeler journaliste. Moi, si je suis en face d'elle, elle me pose la question, je dis, mais n'allez pas demander ça au gouvernement, allez lire la loi qui est en vigueur. On connaît qui est journaliste, c'est défini. Maintenant, si ce qui est défini dedans, ça nous fait honte, nous tous, comprenons que nos organisations syndicales ne fonctionnent pas correctement. Vous voulez que nos organisations syndicales prennent leurs responsabilités. Et que un journaliste, c'est un intellectuel. Je vais finir en vous disant, la première sécurité d'un journaliste, sécurité au plan social, donc pour gagner son salaire, pour être bien payé, même pour ne pas être menacé. J'ai envie de vous dire, excusez-moi, c'est pas prétentieux, c'est sa compétence. C'est sa compétence. C'est-à-dire, Moïse Soudé, là où il est, jusqu'aujourd'hui, la radio où il travaillait, où moi je l'ai connu, Soleil FM n'est plus là, non? Pourquoi jusque-là, on ne l'a pas regardé comme un mythoïme ou bien un monsieur tout le monde? Est-ce que si quelqu'un veut recruter Moïse Soudé dans sa radio actuellement, là, il va l'appeler pour lui proposer 30 000? Je comprends que quelqu'un peut se retrouver en situation compliquée. On dit que le ventre affamé n'a point d'oreille. Mais si vous avez compris que le métier, là, n'est pas assimilable au métier des émigrants où il suffit d'avoir une moto-bajaj, il suffit de se taper une chemise jaune sans même perdre le temps de l'escale de la mairie pour prendre le numéro, et puis dans la rue vous êtes émigrant. Si le jour on comprendra que ce n'est pas ça là, aucun président ne peut nous faire des réformes, nous les imposer, aucun gouvernement ne peut être... Ça ne vous trouve pas, c'est pas aberrant que ce soit le gouvernement qui vienne répondre aux députés de la situation des journalistes. Au même moment, vous dites que le gouvernement, là, ne doit pas vous dire les papiers que vous allez écrire. Le gouvernement ne doit pas faire des contrats avec vous où vous êtes contraint de faire... Alors, moi, je suis président de la République. Vous que les acteurs même prennent leurs responsabilités. C'est clair. J'ai très envie de demander à... Et nous sommes en pleine campagne. Pourquoi, quand ça nous concerne, on peine à bouger les lignes? Non, je vais vous dire une chose. Très rapidement, puisqu'on est malheureusement à la fin de cette émission. J'ai eu la chance, le jour-là, quand le chef de l'État a appelé, et quand il a fini d'intervenir, il a exigé, nous étions toi, il a exigé que nous puissions nous prononcer sur ce qu'il a dit. Et j'ai dit, monsieur le président de la République, vous avez supprimé le ministère, vous avez proposé de mettre les moyens à la disposition de la presse pour que les professionnels des médias soient vraiment des professionnels. Il a dit, j'ai dit, si vous pouvez faire ça, moi, Alphonse Moïse Soudé, ces moyens doivent être déposés. Je serai content. Je n'ai pas fini. La deuxième chose, quand le candidat Patrice Talon faisait sa campagne, il a dit un truc, il dit désormais, je donnerai la possibilité à la HAC d'élire elle-même son président. Le président de la République a eu toutes les possibilités à l'Assemblée nationale de réécrire cet article-là de la Constitution. Mais niet, on ne l'a pas fait. Mais ce que je dis... Il est politique. Est-ce que je dis, écoutez, moi je ne défends pas pour défendre. Je dis ce que j'ai constaté, ce qu'on a dit. Moi non plus. Mais ce que je dis là, c'est vrai qu'il y a cette relation incestueuse entre la presse et les hommes politiques qui fait que nous sommes assez stables. C'est pas seulement... Je dis même la presse internationale est de cette nature, mais ce que je propose, j'ai dit ça il y a une fois, il faut qu'au niveau des rédactions, tout le monde n'a pas les moyens de se faire former, tout le monde n'a pas les moyens de se faire cultiver. Donc il faut qu'au niveau des rédactions, qu'on puisse aider les confrères. Non, tout le monde a les moyens de se faire cultiver. En se formant. Non. Merci Alphonse Moïse Soudé. Acheter les documents, c'est de l'argent. Je sais que il ne peut pas être à 30 000 et acheter les documents. Non, écoutez, malheureusement, sans fausse modestie. Vous pouvez ne pas avoir les moyens d'aller dans telle école de journalisme. Mais vous devez avoir les moyens de vous cultiver. S'il vous plaît, nous avons absorbé l'antenne
l'entièreté du temps qui nous est imparti. Nous allons revenir sur ce sujet-là. Sans doute, je rappelle aux amis auditeurs que actuel débat de ce lundi prend fin en studio. Je rappelle qu'il y avait Alphonse Moïse Soudé, journaliste, Julien Kitty, consultant média, partie technique, Patrice Bédia, Job Chikpe. Merci à vous de nous avoir suivis. J'étais à la présentation, Brice Bill Aïtiti. À jeudi prochain.